Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime. Hey mon Dieu, j'ai oublié de faire une introduction niaiseuse, j'ai fait une introduction normale! Bienvenue à Un peu de crime, je m'appelle Catherine et je suis votre co-animatrice avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va, toi, comment ça va? Ça va, mais je suis déçue que j'ai oublié de faire des voix niaiseuses pour commencer l'épisode. Écoute, pour tout le reste de l'épisode, tu vas pouvoir te reprendre. Surprends-nous à toutes les fois. Je vais m'en remettre. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale pour nous parler de quelque chose que moi et Audrey, on comprend très peu, et j'ai nommé la finance. Alors, nous avons une invitée spéciale, Mégane. Allô! Bonjour Mégane, comment ça va? Salut, ça va bien? Yeah! Pour commencer, j'ai aucune formation en finance, fait que je sais pas pourquoi je suis venue parler de ça. C'est pas important. Je suis juste une amatrice. On va avoir du fun pareil. C'est très correct. Je parle de REER dans mes temps libres. Oh! C'était intéressant quand même. C'est un sujet comme un autre. Je demande à tout le monde s'ils ont des CELI. Moi, j'en ai un. Moi aussi. Je suis tellement bien... Oh! On est bien organisés! Good job tout le monde! Hey! On est des adultes responsables. Hashtag adulting. Hashtag adulting. Alors, avant de parler de ton cas, de tes plusieurs cas, parce que je pense qu'il y a 2 cas dans un. Il va y avoir bien du stock. Il y a bien du stock. Attachez votre truc avec de la broche. De la broche. Avec des petits clips. Taqué dans le front. Fait que, avant de parler de ça, on va parler de café. Et là, pour continuer sur notre lancée de vous présenter les endroits où vous pouvez aller boire un café, je vous présente aujourd'hui un café que j'ai trouvé en cherchant sur Google les meilleurs cafés pour travailler. C'est le Leaves House, qui est situé au 1800 avenue McGill College. C'est un petit café très charmant qui a une particularité. Il y a des centaines de plantes là-bas. Ils vendent aussi des plantes. Il y a des plantes partout sur toutes les tables. Puis des petits humidificateurs pour humidifier toutes les belles petites plantes. Fait que si vous êtes frisé, vous allez être frisé en s'il vous plaît. Ah, vous allez être... Ouais, mais si vous avez le nez sec, vous allez être bien, par exemple. Vous allez bien respirer, là. Fou. C'est situé dans un gros building commercial, un gros édifice à bureaux sur McGill College, puis le café occupe une portion de la mezzanine. Fait que c'est super beau, c'est très très ouvert comme endroit. Ils servent des cafés. Nous, quand on était là cette semaine, ils servaient du café de chez Pista. Bonjour Pista! Fait qu'ils servent des bons cafés. Ils ont aussi plein d'options de pâtisserie. Des biscuits, des scones, des choses comme ça. C'est un excellent café. Et il y a aussi des endroits où on peut plugger nos laptops. Ça, c'est très important, je sais, quand on va travailler dans un café. Donc, je vous recommande le Leaves House sur McGill College la prochaine fois que vous avez envie de sortir de chez vous pour aller travailler quelque part et boire un bon café. Et c'est un café 100% vegan. Donc, si on a des auditoristes véganes à la maison, c'est une adresse que vous aimeriez peut-être garder près de vous. Mm-hmm. Toutes les pâtisseries sont véganes et les options de lait dans le café. Vous avez plusieurs options véganes. Mais ils ont zéro dairy, zéro produit laitier. Donc, même si vous voulez un café avec du lait de vache, vous pouvez pas en avoir, parce que c'est vegan. Vous allez vous êtes obligé de sortir de vos sentiers battus. Et oui, puis vous allez pas être déçus. Non, vous serez pas déçus. Le lait d'avoine, c'est très bon. Puis les autres délicieux. C'est délicieux. Alors, c'est tout pour la petite présentation du café. Puis là, on n'est pas sponsorisé par eux, là. On fait juste vous parler des endroits qu'on aime, OK? On fait ça de la bonté de notre cœur, OK? Débarquer notre dos, bon, voilà. Fait qu'aujourd'hui, Mégane, de quoi qu'on parle? Ben, aujourd'hui, comme le titre de l'épisode, j'imagine que vous passez sur l'application, vous écoutez vos meilleurs podcasts, puis le titre, ça va être écrit dedans, je présume. À moins que vous vouliez être full cryptique. Mais aujourd'hui, je vous présente un cas qui a fait jaser pas mal. Puis vous en aviez parlé un peu dans un des épisodes précédents, donc sur l'affaire Norbourg. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude d'Earl Jones. Oh! Donc, monsieur d'affaires, ou comme sur tous les sites de journaux d'affaires que j'ai lus, un présumé homme d'affaires, parce qu'il veut plus de Ils sont vraiment bitch avec lui. On t'a repris ta carte d'homme d'affaires. Ouais, c'est le droit, là. Fuck all the way off, monsieur Earl Jones. Ouais, c'est la bienvenue dans notre club. Il donne un mauvais nom à la profession de conseiller financier. You give les comptables a bad name. Exactement. Donc, ça va être vraiment moins rock'n'roll, puis un peu moins ridicule que l'affaire Norbourg, parce que Earl Jones était un monsieur très, très conservateur et très
beige, si je peux m'exprimer. Maudit, pourquoi avoir plein d'argent, c'est pas pour être... Pour être Jeffrey Bezos. C'est même pas acheter de yacht. Pour aller dans l'espace! Dans une fusée en forme de pénis. Il voulait pas juste frôler la stratosphère. C'est juste acheter une maison à tremblant. Non, c'est ça. Donc, avant d'embarquer plus loin, je vais aussi en profiter pour vous instruire sur une des choses qui me fascine le plus, donc le white collar crime, et en particulier sur ce qu'on a appelé les pyramides de Ponzi. Donc, les Ponzi schemes Oh! qu'on nomme en anglais très affectueusement. Donc, avant de mettre un peu de crème ou de lait d'avoine dans le café, je vais nommer mes sources, parce que ça a été quand même assez documenté dans les journaux. Donc, j'ai été sur Le Devoir, quelques articles de la presse, quelques articles du Montreal Gazette, CBC Radio-Canada, et aussi les journaux d'affaires, le conseiller.ca et lesaffaires.com, où on apprend beaucoup de choses sur le white collar crime, les crimes et comment se prévenir des fraudes. Et d'ailleurs, d'habitude, je sais qu'il n'y a pas de stress, puis c'est comme vraiment relax, votre émission. Mais là, cette émission-ci, prenez des notes parce qu'il va y avoir un test à la fin. Oh my god, votre avenir en dépend! Préparez-vous. Oui, c'est ça, votre avenir en dépend, puis c'est pas des attention jokes. À votre cotère. Je veux pas échouer ma maternelle. C'est ça. Attention à la cotère! Ah, attention, oui! Ah! Sans plus de préambule, on se lance dans l'histoire, et je vais mettre du crime dans votre café. Donc, Bertram Earl Jones est né le 24 juin 1942 à Montréal, au Québec, au Canada, sous le signe du cancer. Sa lune était en scorpion, mais j'ai pas trouvé son ascendant. Maudit! Contrairement à d'autres Earl Jones qui connaîtront aussi la célébrité, notamment le bien-aimé James Earl Jones, qui prêtait sa voix à Darth Vader dans Star Wars. Et à Mufasa. Beaucoup d'autres athlètes. Et à Mufasa, ouais. Et aussi, il y a beaucoup d'autres athlètes américains qui partagent le nom Earl Jones. Bertram Earl Jones, lui, ne laissera pas une marque positive dans la vie de celles et ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin. Le petit maudit. Oh non! Oui. Donc, Bertram Earl Jones a eu une enfance que je présume assez paisible à Notre-Dame-de-Grâce, NDG. Oh! Mon hood! Ben oui! C'est mon hood! C'est ton hood! Oh! Ben oui! Wow! Donc, il a grandi dans ce qu'on a appelé le Lower NDG. C'est comme Broadway. Oh my god, c'est encore plus mon hood, c'est là que j'habite. Oh mon dieu! Ah-ha. Est-ce que je suis la prochaine Earl Jones? J'espère que non. Probablement. Je veux ma carte d'homme d'affaires! Je vais aller chez Paris! Présumé homme d'affaires. Je veux surtout aller chez Paris. Tu peux y aller, t'as pas besoin de frauder quiconque pour aller chez mais Paris. gars! Non! Comment je suis supposée te payer? Mes plans de carrière, oui! Ah-ha. Donc, NDG, on aurait eu de la peine aujourd'hui à le reconnaître, le jeune Earl, parce qu'il avait la chevelure noire et on le voyait lors des matchs de hockey du quartier. Donc, dans un article plus ou moins sirupeux du Montreal Gazette, des proches témoignaient que Earl Jones était un bon petit gars. Il était aimé de tous. Oh. Il était plus petit que les autres joueurs de hockey, mais quand il sautait sur la glace, l'assistance explosait de joie et d'excitement. C'est le souvenir qu'il avait. Mon c'est quelque chose. Comme Vincent Lacroix, il y avait des sports. Un de ses amis du secondaire disait que déjà à l'époque, il était assez ambitieux, puis son désir, il avait un grand désir de vouloir s'élever au-dessus de sa condition, parce qu'il est grandi quand même assez relativement pauvre. Assez relativement pauvre? Assez relativement pauvre. Il était pas pauvre, mais il était pas classe moyenne non plus. Donc, Bertram Earl Jones abandonne ses rêves de jouer dans la LNH pour se mouiller plutôt au monde complexe et vaste de la finance. Ouh. Oh! Bon choix! On veut de l'argent! Dès le début de sa vingtaine, il travaille alors à la Montreal Trust, où on le met en charge de la gestion de patrimoine de particuliers. Oh! Ok, mais c'est parce que Vincent Lacroix aussi, c'est ça qu'il a fait, là. On voit, il y a un modus operandi. Je pense qu'il y a une usine à criminels ici, là. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Il s'occupait aussi de la rédaction de testaments. C'est comme la origin story de toutes les villains. Ouais, c'est ça. Mais rien de mieux pour un jeune homme dans la vingtaine que de prendre soin des biens et savoirs des clients et clientes IMO qui passent d'avance à leur mort. C'est exactement ça. Bientôt, on va jaser de ta mort. On va penser à la mort. Mais pour être bien franche, c'est un problème que j'aimerais aussi personnellement avoir, penser à ma mort d'avance, parce que j'aimerais ça posséder à cette chose pour m'inquiéter de ce qui va advenir de mes choses quand je vais mourir. Mais ton chat, qu'est-ce qui va arriver avec ton chat? Qu'est-ce qui va arriver à Manon?
T'as le droit de t'inquiéter de ça tout de suite? Ben non! C'est vrai. Mais c'est la chose la plus précieuse que je possède. Ah non. Fait que t'es en train de dire qu'il va falloir la faire momifier pour qu'elle t'accompagne dans l'autre vie. Si ma soeur écoute l'émission, je lui lègue mon chat. Même pas vrai. Ta soeur écoute. Oui, ma soeur est bonjour toute Audrey. Et pour mettre fin au portrait de Bertram Earl Jones, il épouse aussi à la même époque qui travaille à la Montreal Trust et il est en train de faire ses plans d'escroc dans sa tête. Il épouse sa blonde secondaire, Maxine, avec laquelle il emménage à Beaconsfield, dans l'ouest de l'île de Montréal, en 1974. Il tabarnak, pas piqué des verres ce soir-là? C'est beau, Ben Beaconsfield. oui, un vrai fairy tale, là. Ah! Je sais pas de quoi il a l'air, Earl Jones, fait que je peux imaginer un beau fairy tale dans ma tête. Ah non, il était vraiment laid. Ouais, c'est ça, mais les photos qu'on a de lui aujourd'hui... Imagine Terry Gilliam. Ouais, c'est ça. Ok. Mais on le reconnaissait beaucoup parce qu'il y avait il y avait beaucoup de cheveux très blancs aussi, ouais. des sourcils excessivement blancs. C'est pour ça que j'étais un peu surprise d'apprendre qu'il y avait les cheveux noirs quand il était jeune, mais c'est vraiment un détail pas important. Ça va pas être dans l'examen tantôt? Non, ça sera pas dans l'examen. Ah, j'ai oublié de prendre des notes! Ah! Prenez les notes dans votre tête, ça va pas être un trop... cutter, elle va tout être scrap, ok. Tout scraper t'auras pas de bourse. Mon avenir, non! Non! Oh non, faut que j'étudie en com à l'UQAM. Non, c'est une farce. Vous ferez l'examen après. Mais notre histoire débute réellement en 1979, alors que Earl Jones, riche de toute son expérience à rédiger des testaments et trouver comment tes petits-enfants peuvent éviter de payer de l'impôt en héritant de ton manoir à Senneville, décide qu'il a en sa possession assez de connaissances pour quitter la Montreal Trust et entamer une carrière solo en tant que conseiller financier. Oh, nice. Il entame sa carrière solo, c'est une vraie Beyoncé! Oh yeah! Donc, Earl Jones connaissait la recette secrète pour le succès, les contacts, le bouche à oreille. Laissez-moi faire les grandes banques puis les panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute. Quand vient le temps d'investir tes économies pour l'avenir, ça prend quelqu'un de confiance. Yes. Qui plus est, la business d'Earl Jones promettait des retombées de 10% sur tes investissements, ce qui était quand même assez en haut du marché parce que à l'époque, les retombées étaient à environ de 6% pour un investissement qui était à haut risque. Et lui, il disait que c'était un investissement à faible risque qui rapportait plus que les investissements à haut risque. Too good to be true, une occasion en or, c'est vraiment... le monde était comme, ben là, moi aussi, je veux faire partie de la gang, fuck les banques, je veux que Earl Jones gère mon argent. Fuck off la banque! Fuck all the way! Effectivement! Ben ouais, c'est ça. Je vais prendre tout l'argent que j'ai mis dans mon matelas, puis je vais la donner à Earl Jones. Puis il va la mettre dans son matelas à lui. Il va mettre la dans son matelas à lui. Mais c'est aussi plus attrayant quand l'occasion en or comme ça est vendue par ton beau-frère pendant le souper de l'Action de grâce ou par ta cousine le soir de la Saint-Jean, tu sais. Ben il y a bien une personne à qui je fais pas confiance, c'est ma cousine. C'est bon, tu vas passer l'examen à la fin. Mais oui, ça en prenait pas beaucoup parce que tout ce que t'avais à faire, c'est rencontrer Earl Jones, il t'expliquait un peu vite c'est quoi que t'avais à faire, tu lui donnais tout ton cash, puis tout était réglé. Oh! C'est facile! Ben oui, elle a aussi recruté beaucoup de sa clientèle directement dans les centres pour personnes âgées. Non. Soit des gens qui étaient comme en fin de vie, puis aussi quand tu vis sur les rentes gouvernementales, t'as pas beaucoup d'argent. Fait que quand tu places, mettons, ton argent, tu peux faire fructifier, puis t'as des intérêts qui sont livrés un peu par mois. Ou des gens qui venaient juste d'hériter de grandes sommes d'argent, puis qui cherchaient à la faire fructifier. Ouais, c'est ça. C'est assez prédateur, son affaire. Je suis triste, là. Je suis déjà triste. Ça commence juste là, parce que ça va devenir un peu plus. Pourquoi t'es venu ici pour nous faire de la peine? C'est pour vous avertir. On avait des snacks, du café, pis toi, tu fais de la peine. Ouais. Mais c'est ça. Earl Jones, lui, il avait appris à faire du estate planning, puis là, maintenant, il savait comment le faire pour son intérêt à lui. Maudite croche. Puis aussi, c'était assez attrayant parce que les intérêts, ils arrivaient quand même assez régulièrement sous forme de chèques. Il envoyait ça directement chez vous ou même au centre pour personnes âgées. Fait que t'avais comme tes intérêts qui rentraient à chaque mois. Donc, tu te sentais un peu plus en confiance. Tu te disais, ah, ok, ça veut dire que mon argent fructifie, puis j'en touche une partie. Ben oui. Donc, tout allait bien, hein? Tout est petit guidou. Mais évidemment, ça durera pas parce qu'on est dans une émission de crime. Spoilers. Quoi? Quoi? C'est une émission de crime? What?
Je pensais que c'était le courrier du cœur qu'on faisait, Oh mon là. Dieu, c'est pour ça qu'il y a un crâne sur ma tasse! We're the bad guys! On est devenus ce qu'on tentait de détruire! Oh non! On est devenu notre Ben, pire c'est ça ennemi! qui arrive. C'est ça qui arrive quand tu veux aller chez Paris. Oh non! Ah, quand, Oh tu, non! quand tu viens à NDG, c'est inévitable. C'est une pente glissante. La pente savonneuse. Ben oui, donc tout allait bien jusqu'en juillet 2009. Ah. Donc, en juillet 2009, étrangement, Hey, la c'était business... Oui, c'est ça. La business qui roulait tranquillement depuis à peu près 30 ans commençait à présenter beaucoup d'irrégularités. Donc, ce qu'on appelle, dans le jargon professionnel, des red flags. C'est du jargon professionnel, ça, c'était intéressant. Wow! Donc, les chèques qui rentraient assez régulièrement, ils rentraient plus. Earl Jones était un petit peu plus difficile à contacter. Les gens pouvaient pas retirer leur argent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fait que le monde commence à s'inquiéter et les gens décident d'appeler au bureau de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui était un personnage assez important dans l'affaire Norbourg aussi. Donc, les plaintes contre la compagnie d'Earl Jones entrent à profusion jusqu'au matin du 8 juillet 2009, où l'AMF décide de geler les comptes bancaires de la compagnie d'Earl Jones, parce que c'est comme, OK, c'est louche, on sait pas ce qui se passe, le boss de la compagnie est pas rejoignable, il a littéralement disparu, on sait pas il est où. Pas des bonnes nouvelles, ça. C'est ça, c'est inquiétant. Fait qu'ils décident de geler les comptes pour un peu rencontrer les gens qui pensent qu'ils se sont fait avoir, puis partir une enquête avec l'aide de la Sûreté du Québec. Aussi, il réalise rapidement que Earl Jones n'avait jamais enregistré sa compagnie auprès de l'AMF, donc ce qui est illégal. Donc, il roulait depuis 30 ans sur une compagnie. Undercover. C'est ça, undercover. C'est un très gros oversight, ça. Il aurait dû s'en rendre compte avant. Oui, mais... Ouf! C'est dit, ça va pas... Les gens qui donnaient son argent, ils faisaient pas de recherche non plus. Non, c'est ça. Non, je blâme pas eux, je blâme les marchés financiers. Non, mais c'est quelqu'un que tu connais qui fait affaire avec lui, qui t'a un peu référé, donc il y a comme un lien de confiance qui s'établissait non pas d'une manière légitime avec l'autorité des marchés financiers, mais c'était un peu undercover, donc lui il disait « Non, mais si tu fais affaire avec les banques, il y a trop de réglementation, moi je peux te faire fructifier ton argent, c'est bien compliqué, je t'expliquerai pas pourquoi, mais je vais le faire pour toi. » Parce que les règlements, des fois, ça sert à quelque chose. Ouais, c'est ça. Sauf dans les jeux de société. Non, fuck ça. Le Monopoly, pas de règles. C'est le platable. Sinon, c'est l'anarchie! Je pensais 2 fois sur ce terrain-là, maintenant il vaut 3 fois le prix. L'anarchie au colon de Qatar! On va jouer au Monopoly version Earl Jones. Là. On fait juste prendre de l'argent et la mettre dans nos poches. Ouais, exactement. Juste comme moi, j'ai ouvert ma compagnie d'investissement financier, donne-moi ton cash puis je vais t'en redonner plus tard. C'est facile quand même, on fait pas ça. On a manqué notre carrière. Fais-moi confiance. On est dans des trucs non lucratifs où on peut pas frauder. T'as-tu déjà entendu ça, des fraudes d'école? Des fraudes d'école? Non. Ouais, il y en a des fraudes d'école. Oh, mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, moi, voler des crayons? Il me semble qu'il n'y a pas des opportunités très lucratives, là. Ben oui, c'est ça, le compte est gelé. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est ça, les victimes décident de se parler entre eux autres, parce que souvent, il n'y avait pas tous des liens entre eux autres. Puis le 13 juillet 2009, à Pointe-Claire, donc dans l'ouest de l'île de Montréal, pas Pointe-Claire. Ouais, à Pointe-Claire. Où ce que Earl Jones avait beaucoup de sa clientèle. À peu près 100 personnes viennent témoigner devant les policiers de la Sûreté du Québec parce qu'ils pensent qu'ils se sont fait avoir par... Tout le monde en chœur, comme une grosse chorale. Ouais, c'est ça, tout le monde en même temps criait comme « Hé, ma pauvre! » Aidez-moi! J'ai plus la voix! Mais là, on se rend compte rapidement que les victimes viennent pas juste de Pointe-Claire, il y a des gens qui viennent de partout au Québec, en Ontario, de Baderfield, et partout au Québec, même des États-Unis et de l'Europe. Wow. Fait qu'il y avait des gens qui faisaient affaire avec lui outre-mer, au bord de la International. International fraud. Anne-Marie ou ce qu'est Anne-Marie? Mais oui. Mais là, moins drôle, la majorité des personnes qui étaient là, c'était des personnes âgées qui avaient été recrutées directement dans leur foyer d'accueil par Earl Jones. Dégueulasse. On mentionne aussi qu'un des services principaux, c'est ça, c'était la gestion d'héritage et de succession importante. C'est qui a appris ça? Hein? Non? Dans cette job de quand il avait 20 ans?
Puis il encourageait même les investisseurs à réhypothéquer leur maison et à peu près tout ce qu'il y avait pour lui donner l'argent qui allait faire fructifier, tu sais, quote unquote. Oh, c'est donc bien terrible! Okay. Donc, il y avait beaucoup de ces gens-là qui s'étaient rendus qu'il n'y avait plus d'argent pour payer leur hypothèque et il n'y avait même plus d'argent pour payer leurs impôts sur leurs revenus. Ils avaient complètement vidé, là, il n'y avait plus rien. Ouais. Parmi les victimes, il y avait aussi son frère, Bevan Jones, et sa belle-sœur, ainsi que ses 2 filles, puis beaucoup d'amis de longue date, et sa jardinière. Ben voyons donc! Come on, man! C'est comme, il y a personne dans son entourage, de près ou de loin, qui s'en est sauvé, à part peut-être sa femme. Sa femme, ils se sont divorcés 2 fois, je pense. Ça a des vibes de Claude Faneuf, cette histoire-là, là. Il est passé où, Earl? Claude Faneuf, s'il y en avait rien à chier de ses enfants. Oui, comme t'as vraiment aucun moral comme s'il avait laissé ses enfants direct dans sa maison, là, dans son manoir. Oh my god. It's the long con! Donc, après cette consultation-là, il y a une requête en faillite qui est déposée contre la compagnie et puis Earl Jones manque encore à l'appel. L'enquête est officiellement lancée par la Division des crimes économiques de la Sûreté du Québec. Mais il n'y a aucun mandat d'arrestation qui est émis pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de preuves pour émettre un mandat. Il devait être content parce que ça faisait depuis 2005 qu'il n'avait pas fait de quelque chose d'important comme ça avec Norbeau. Ouais, c'est ça. Mais... Oh my god, on va pouvoir retourner péter des yeux! Il y a quand même beaucoup de liens à faire avec l'affaire Norbeau. Là. On fera un deuxième examen à la fin. Oh! Mais non, c'est pas vrai, ça c'est un faux examen. J'avais encore oublié qu'on avait un examen, voyez-vous. Megan, t'es exigeante, là! Des questions bonus. J'ai beaucoup d'attention. Ça va être full facile. De quoi qu'on parle? Mais c'est important de noter aussi, qu'il est possible de faire faillite à une compagnie, même si le gestionnaire principal est absent. Il faut juste qu'il y ait un mandat contre la compagnie elle-même. Donc c'est là-dessus qu'ils travaillent en attendant de savoir il est où Earl Jones. Travaille à essayer de mettre la compagnie en faillite pour juste avoir accès aux documents puis savoir qu'est-ce qui s'est passé et où l'argent, on peut-tu la revoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Fait qu'en attendant, il appointe la firme comptable RSM Richter pour aller occuper les bureaux de la compagnie. Occupy Earl Jones. Et éplucher Occupy Earl Jones, puis il commence à consulter les documents puis les factures, puis la plupart de ces documents-là, ainsi que les entretiens qu'il y a eu avec Earl Jones par la suite sont disponibles sur le site de la firme comptable si vous avez absolument rien à faire puis si vous avez envie d'aller lire ça. Je les ai lus un peu puis c'est un peu plate, là. Si vous avez fini de tout lire. Il est un petit peu dull, là. Il y a pas beaucoup de personnalité dans ces entretiens-là. Mais c'est tout disponible en ligne si ça intéresse. Mais tu peux pas tout avoir. Soit t'as une bonne personnalité, soit t'es un escroc. Ouais, c'est ça. T'es un maudit. C'est un petit maudit. Un Moses. T'es un ripou. Donc, à la fin du mois de juillet, on est encore dans le même mois, là. Et en fait, c'est quand même assez vite. Il se passe beaucoup de choses. L'AMF menace de dissoudre la compagnie, donc de lui faire faillite. Et pour juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça pousse Earl Jones à sortir de sa cochette. Allô, je suis là. Puis il se rend à la Sûreté du Québec le 27 juillet 2009 afin de faire face aux accusations portées contre lui. Même s'il n'y avait pas encore de mandat d'arrestation. Est-ce qu'on sait il se cachait où? On sait il se cachait où. Il était parti aux États-Unis voir une autre de ses filles, qui n'a pas fraudé. Parce que on va le voir un peu plus tard, parce qu'on a un peu un détail de comme où ont été les dépenses, puis il avait envoyé une de ses filles faire des études aux États-Unis. Fait qu'il est allé la voir elle. Puis ça a l'air que quand il est revenu, ben son avocat était comme « Ah oui, mon client, il est dépressif, il a des idées suicidaires, puis ça a l'air qu'il allait vraiment pas bien. » Je joue le plus petit violon du monde. Ouais, c'est ça, j'allais dire « Bouhou! » Je suis pas bien, je suis vraiment triste, mais c'est ça, t'as scrappé la vie de 158 personnes. Non, je te demande. Le petit violon. Donc, c'est ça. Au moment où il se rend à la police, il est alors accusé de 4 chefs de fraude et 4 chefs pour vol. Juste 4? Il y avait moins de monde que dans l'affaire Norbeau aussi. C'est à très très plus petite échelle. Là. Donc, le 19 août 2009, la firme Earl Jones est mise en faillite. Donc, là, il rentre dans le tas, il check tous les papiers, c'est là qu'on a les entretiens, puis on est comme, ben là, on va juste essayer de trouver de l'argent pour rembourser tes clients que t'as fourrés. Ouais. Puis, ils sont un peu sur le cul parce qu'il reste presque rien des
12,3 millions que Jones aurait puisé à même l'argent de ses clients. Puis tout ce qui lui reste, c'est ses 3 propriétés immobilières. Donc, il y avait un condo à Dorval, un domicile à Tremblant et une 3e maison aux États-Unis. C'est en masse. Dont les 3 sont lourdement hypothéqués. Fait que c'est pas son argent à lui. C'est ça, il y avait zéro, là. Il restait des meubles puis un sac de golf. Mais il est bien mauvais. Ouais, il était vraiment pourri. Qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent-là? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé tantôt. Il s'est acheté des petits gratteurs. T'es chez Paris? Là, on a un peu, tu sais, il y a des chiffres, là, parce qu'on sait un peu où est-ce qu'il a envoyé son argent. Il y avait beaucoup de retraits qui étaient comme des retraits personnels ou des salaires qui se donnaient. Donc, il avait retiré 881 000 $ pour sa femme et 780 000 $ pour le couple. Donc, ça, c'est son prix de l'argent. Puis à ça, il a ajouté comme plein de retraits pour genre des dépenses complètement ridicules de 886 000 $. Fait que là, on est touché dans une couple de millions. Il y avait aussi 912 000 $ qui avaient été pris pour entretenir des immeubles, des appartements en copropriété, 593 000 $ pour les études de ses enfants. Wow. Puis là, il y avait d'autres dépenses. C'était comme... C'était toutes des petites dépenses, relativement petites, là, mais 169 000 pour des chars. Ça s'accumule. 61 000 pour réparer des meubles. Ben oui. Ma table à branle. Ça gauche. Ma belle table Ikea! Ouais, c'est ça. 290 000 de dépenses personnelles, avec de resto, I guess. Mais c'est rien de lavish comme la vie de... Même pas de yaketa. Lacroix. Il y a pas de yak, il y a pas de spa, il y a rien. Là. Il faisait juste acheter des poche. maisons, puis réparer des meubles, puis acheter de la porcelaine. C'est donc ben drôle! Ben oui, c'est ça. Même pas de jacuzzi. Mais, donc c'est ça. Il y avait comme beaucoup d'argent qui était utilisé pour sa vie personnelle. Puis il avait transféré beaucoup d'argent aux Bermudes, puis à d'autres banques dans d'autres îles comme ça, qui étaient pour pas payer d'impôts, évidemment. Parce que c'est des parties paradis. Ben oui, hein, le classique. Donc c'est ça, ils ont comme « Ah, shit, il n'y a plus de cash, qu'est-ce qu'on fait? » Puis tout ce qui restait environ, c'était un compte. Oui, c'est ça, il y avait un compte avec 15 000 $ dedans. Mais what about les comptes à l'étranger dans les paradis fiscaux, c'est tout vide? Et ils pouvaient pas accéder à cet argent-là. Ah, si voilà! Puis aussi, en début de l'année 2009, parce que là, je pense que Earl Jones savait que ça s'en venait, il avait encaissé tout son REER, sa police d'assurance, puis tous ses investissements au début de l'année, qui avait transféré ça au nom de sa femme. Fait que c'était plus à lui, puis c'était plus au nom de la compagnie. Donc, la police pouvait pas saisir cet argent-là. Fait que clairement, il savait que comme c'était la fin. C'est un maudit de son scheme. Il sentait la soupe chaude. Aussi, malheureusement, on soupçonne que le montant de 12,3 millions que j'ai mentionné tantôt pourrait être beaucoup plus substantiel parce que on avait seulement les papiers des opérations bancaires de 1982 à 1990, puis on avait les papiers de 2000 à 2007 avaient complètement disparu. Oh non! Puis c'est comme, c'est probablement dans ces années-là où il a dépensé le plus de l'argent, donc on sait pas où est-ce que c'est parti. Plus de porcelaine, plus de réparation plus de sacs de meubles golf, Ikea. Plus de Pyrex. Oui. Ouais, il y avait un abonnement aussi à un terrain de golf, tu sais, comme Monsieur Boomer, là. Mais tu sais, on en a pas parlé quand on en parlait de Vincent Lacroix, et j'en parlais maintenant. Mais est-ce qu'il y avait des problèmes de consommation ou des problèmes de jeu? Non, même pas. Ben, en tout cas, pas ce qu'ils sachent, là, mais il y avait rien. Moi, je pense que Vincent Lacroix pis sa gang, ils devaient pas mal faire de la coke, là. Ouais. C'est évident qu'il y a une grosse partie de... C'est ça. J'ai vu The Wolf of Wall Street, je connais ça, moi. Mais c'est ça, c'est pas là-dedans que c'est passé, l'argent de Earl Jones, c'est juste les sacs de golf. Christy, beau sac de golf. Probablement des voyages. De la crème de menthe. Du squash. Ah, c'est ça. Mais aussi, par rapport au fond de Norbourg, 50 millions, c'est vraiment pas beaucoup, me semble, comparé, parce que eux autres, il y en avait vraiment beaucoup, là. On peut comparer là, si on veut. Est-ce que t'allais le faire dans ton examen? Mais on peut le faire là. Mais c'est ça, parce que pour Earl Jones, il y avait 158 victimes en tout. Pour Norbourg, c'est 9000. Puis aussi, au final, je peux le dire tout de suite, là, c'est pas un gros spoiler, mais au final, Earl Jones va être accusé de 2 charges de fraude, alors que pour Vincent Lacroix, c'était à peu près 200. Ouais, c'est ça, je suis en train... C'est ça. Je suis en train de Wikipédia l'affaire qu'on a déjà fait un cas là-dessus. On s'en rappelle plus. Puis, ça fait un petit bout, là. C'est 51 chefs d'accusation puis 130 millions. J'avoue qu'entre 50 et 130, il y a un gros pas. Beaucoup de coke. C'est beaucoup de coke, c'est beaucoup de casino. Donc,
avant de continuer l'histoire principale, ça va prendre quelques informations importantes au sujet des détails sur quel type de fraude que c'est, puis un peu le white-collar crime en général. Donc, c'est l'heure de ma chronique spéciale que j'ai inventée sans vous consulter préalablement, que j'ai appelée... C'est pas passé au comité. Histoire de crime! Histoire de crime! Yes! Ben oui. Donc, je vous ai entendu chercher des spécialistes du white-collar crime au début de votre épisode sur l'affaire Norfolk. Ouais. Puis je présume que vous avez pas eu de réponse parce que vous m'avez laissé faire un épisode sur Earl Jones. Effectivement, personne n'a répondu à notre appel à tous. Ouais, un épisode c'est sur ça. Cinorama, personne! On attend encore crime@gmail.com. Ça, il reste Cinorama, là. Vous pouvez Ouais. venir, pareil. Ouais. Donc, full disclosure, je ne suis pas une spécialiste de la finance Mais là- ou du white-collar crime. Mais on t'aime pareil, Mégane. Puis je connais pas grand-chose à l'économie en général, même si j'ai eu une bonne note dans mon cours d'économie en secondaire 5. Cool. Oh, on est fiers de toi. Ouais. Merci. Puis, je suis juste une personne très enthousiaste et déterminée à lire tous les sites web, écouter tous les podcasts et éplucher toutes les Wikipédia sur le white-collar crime pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est juste ça que ça prend pour passer à un peu de crime, là. Prenez des notes à la maison si vous voulez venir nous voir. Prends des notes et regarde-nous. Faut juste être capable de travailler beaucoup. Puis Avoir de- une démarche exhaustive, c'est tout. C'est juste ça. Exactement, c'est ça. Parce qu'au fond, on fait juste relater qu'est-ce qui existe déjà, là, on n'invente rien. Or do. Donc, c'est ça, aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer au mieux de mes capacités que c'est ça, une pyramide de Ponzi, Ouais. et vous donner aussi un peu l'historique de d'où c'est que ça vient, Ponzi, puis sur le type de fraude que Earl Jones a perpétré, donc un peu sur les détails. Donc, Earl Jones opérait ce qu'on appelle, dans le jargon, une pyramide de Ponzi, aussi appelée chaîne de Ponzi, ou système de Ponzi, ou en anglais, simplement, un Ponzi scheme. Whatever, Ponzi. Ouais, c'est ça. Son nom, Sauce c'est très, Ponzi. c'est le nom très très catchy, Ponzi, c'est pas juste un catchphrase désagréable d'un personnage de sitcom, un genre de bazinga de la finance. Et Ouais. Ponzi! Ponzi! Fait que, non, c'est une vraie personne. C'est Ah. le nom de famille de ce que le Wikipédia appelle un escroc italien qui a Oh. fait son fame dans les années 1920 à Boston, qui s'appelait Charles Ponzi. Né Ponzi. Carlo Pietro Oh. Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Oh! Seigneur. Ciao, ciao! Il y a tous les noms italiens. Yeah, Carte de bingo. Si. La pizza. C'est ça. Mais, bien que la grande fraude qui a donné le nom de Ponzi Scheme ait eu lieu chez nos voisins du Sud, à Boston, Mhm. Charles Ponzi a aussi fait quelques affaires louches à Montréal! Ben Oh, voyons le donc. tabarnouche. Ben oui! C'est pour ça. Les maudits Américains, ils viennent ici, Ben oui. nous fourrent. Il vient de fourrer. Ben, c'est un Italien, parce qu'il est né en Italie, Ah, puis il a émigré... Ils viennent voler nos femmes, puis voler nos jobs, voler notre argent. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais il est arrivé au Québec en 1907 pour aller rejoindre son bro à Montréal, Luigi Zarossi, Oh! qui avait fait fortune dans notre belle ville grâce au commerce de cigares. Oh. Zarossi avait aussi mis sur pied une institution financière, la Banca Zarossi, Oh! qui visait un peu à prendre les fonds des immigrants italiens qui arrivaient au Canada, puis à les faire fructifier. Ah! Ok. Je sais pas, Mégane, tu me regardes en faisant des petits signes avec tes doigts, j'ai l'impression qu'il a pas fait fructifier grand-chose. Les guillemets. Yeah. Quote unquote fructifier. Donc Zarossi promettait, un peu dans le même genre, des retours de 6% d'intérêt sur les investissements, alors que la norme à l'époque jouait plus autour de 2%. Oh! Pas ça pantoute. Non. Pas de quoi 6%, c'est vraiment beaucoup, là. Donc, Charles Ponzi décide de se faire engager à la Banca Zarossi sous le faux nom Charles Bianchi, disant qu'il faisait partie de la riche famille Bianchi en Italie. Ah. Famille qui, soit dit en passant, était totalement inventée de C'est ça, j'allais dire. Il n'existait Ça pas. existe-tu, ça? C'est facile de dire que tu viens d'une Fake famille it riche. till you make it. Ouais, c'est ça. Lui, il était capable de fake it. Charles Ponzi, il avait du charme. Donc, c'est ça, c'est en travaillant en tant que caissier à la banque de Zarossi que Ponzi remarque que le seul moyen que son patron peut donner des retours de 6% d'intérêt sur les investissements des clients, c'était en puisant à même l'argent des nouveaux clients. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui déposaient leur argent à la banque, si toutes ces personnes-là réclamaient leur cash, ça serait la faillite instantanée parce qu'il y avait rien comme d'accumulé, puis il y avait rien qui avait été placé non plus, soit à la bourse ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est ça, il y avait des nouveaux clients, puis ils prenaient l'argent, puis ils remboursaient les anciens. C'est la base de c'est quoi un Ponzi scheme. Je vais l'expliquer un peu plus en détail plus tard. Donc, en 1908, un an plus tard, après l'arrivée de Charles Ponzi, les clients commencent à avoir des doutes, puis Zarossi took the money and ran, comme on dit. Donc, il s'enfuit au Mexique avec l'entièreté de l'argent qu'il y avait dans la banque, puis il abandonne sa femme puis ses enfants à Montréal. Je m'en vais boire de la Comme tequila. ciao, bye. C'est ça, m'en va sur le bord de la beach. Yeet!
Tu vas manger des tacos. On sait pas si Charles Ponty a joué un rôle dans la fraude de Zarossi. Il sera jamais accusé dans cette affaire-là en particulier, mais il va quand même faire de la prison à Montréal pour une grosse niaiserie. Donc, en allant chez un des clients de la banque, l'entreprise Canadian Warehousing, Charles Ponty décide de voler un chéquier pour se faire un chèque à lui-même d'un montant de 423,58. Nice! Et 58? En contrefaisant la... Voyons donc. Donc, il avait contrefait la signature, puis donc il est condamné à 3 ans de prison à la prison Saint-Vincent-de-Paul, puis il est libéré après 20 mois. Oh non, pas Saint-Vincent-de-Paul? Ah oui. Mais là, même si la grande fraude qui a donné son nom de Ponzi Scheme au Ponzi Scheme a lieu à Boston, on a un peu l'essentiel de c'est quoi un Ponzi Scheme, dans le fond. C'est assez simple. Donc, c'est une entreprise d'investissement. Donc, peu importe le type d'investissement, que ce soit à la bourse ou d'autres types d'investissement où tu donnes de l'argent puis tu as un retour sur cet argent-là, en plus, présumément, de ton argent, ton montant initial. Donc, si, mettons, tu décides de partir un business, tu dis tu me donnes 20$, puis je vais la faire fructifier, puis dans 3 mois, je te donne 25$, puis là-dessus, tous tes intérêts. Ça, c'est un peu très simplement, c'est quoi. Mais ça n'a pas d'importance quel genre, mais c'est en tant que ce soit une compagnie d'investissement, où l'argent des clients est jamais réellement réinvesti elle-même dans un placement à la bourse, ou peu importe, quelque chose qui fait de l'argent pour de vrai, parce que les retours d'intérêt sont pris à même l'argent des nouveaux clients. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une pyramide de Ponzi, parce que c'est fait en forme de pyramide. Au sens où, mettons, t'as un premier client qui te donne du cash pour lui donner ses faux intérêts, parce que toi, tu prends le cash pour toi, mais tu lui dis pas. Pour lui donner ses faux intérêts, il faut, mettons, que 2 autres clients te donnent leur cash, puis là, tu prends dans leur cash pour payer le premier. Puis ça compte sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de monde pour pouvoir être sustainable. Mais c'est pas sustainable à long terme, parce que, comme on disait, un moment donné, ça crash. Comme, à un moment donné, t'arrives, il y a plus de cash, puis il y a plus personne qui veut faire partie de ton Ponzi Scheme, sans savoir, t'as plus de clients. Aussi, mathématiquement parlant, il faudrait que tout le monde fasse partie de ta banque pour que ça fonctionne, parce que, à un moment donné, il y en a plus, il y a plus d'argent. Fait que c'est pour ça que c'est illégal, parce que ça va échouer, puis tu fraudes le monde. Mais là, je pense que tu vas fâcher beaucoup de #girlboss qui vendent du Mary Kay, puis du Unique, puis du doTERRA, là, parce que... Mais c'est ça. Ça, il y a une différence, parce que ça, le Ponzi Scheme lui-même, c'est une personne qui gère l'argent, mais les clients ont pas de rapport entre eux. Parce que tu fais référence aux MLM, qui sont un peu copiés sur les organisations pyramidales, donc les entreprises pyramidales. La différence entre, mettons, une entreprise pyramidale puis un Ponzi Scheme, c'est que dans une entreprise pyramidale, c'est les clients qui deviennent des vendeurs, mais aussi qui doivent recruter d'autres personnes. Donc, leur revenu est basé sur le fait qu'ils recrutent d'autres personnes. Donc, ça aussi, c'est fait en pyramide parce que faut de plus en plus de monde. Mais les clients forment leur réseau eux-mêmes, puis ils se font avoir, mais ils embarquent des gens avec aussi. Donc, ça, c'est un peu plus touché aussi légalement parlant. Puis, aussi, ce qu'on appelle des multi-level marketing, comme Herbalife et compagnie. La seule raison pourquoi c'est pas considéré comme des entreprises pyramidales, c'est juste parce qu'ils ont des produits à vendre. C'est littéralement la seule raison pourquoi ils sont pas illégaux. C'est parce qu'ils disent que le but initial, c'est de vendre des produits, c'est pas de recruter des gens, alors qu'on sait tous que c'est le seul moyen de faire du cash et de recruter des gens, là. Ouais, c'est un peu décourageant comme affirmation, ça, c'est ça, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais justement, notamment, il y a une couple d'années, je sais plus exactement quand, là, mais Herbalife avait eu des petits problèmes légaux, puis il avait déterminé que c'était pas vraiment une entreprise pyramidale, mais c'était quand même ça un peu. Fait que là, il avait réglé l'affaire hors cours, puis il avait payé comme une amende vraiment massive pour pouvoir continuer à faire leurs opérations. Mais faites attention quand vous embarquez là-dedans. Oui. Quand c'est trop... faites attention au trop beau pour être vrai. Oui. Faites très attention. Donc, pour revenir à Charles Ponzi, donc après avoir fait la prison à Atlanta, après être parti de Montréal, pour en fait rentrer illégalement des ouvriers italiens aux États-Unis. Oh non! Oh wow! Ouais, c'est ça. Là, il était allé en prison. Après, il s'en va à Boston pour faire son Big Shot en 1919. Donc, en utilisant un peu le même principe de promesse d'investissement financier, mais lui, il s'appuyait plutôt sur une affaire de vente de timbres avec le service postal. Mais c'était le même principe, là, de comme il promettait... Lui, il promettait des retours de 50% sur ton investissement en 90 jours. Ce qui est complètement 50%? Oui, c'est complètement ridicule.
Mais c'est une affaire de vente de time. Là, je pense que c'était comme un truc de acheter des times européens, puis là, ici, ils valent moins cher, fait que là, quand tu les revends, t'avais de l'argent. Oui. Mais oui, c'est ça. 50% en 90 jours, ce qui a eu pour effet que l'entreprise a comme grossi à une vitesse assez fulgurante pour s'écrouler moins d'un an plus tard, en 1920. Donc, il y avait à peu près 40 000 personnes qui avaient investi 15 millions de dollars. Ben voyons donc! En 1920, là. J'ai pas calculé ça fait combien aujourd'hui, mais... Give it a cure. Ouais, puis à peu près... C'est énorme! Ouais, puis à peu près juste un tiers qui a été redistribué réellement là-dedans, là, parce que lui, il a gardé tout le reste. Mais là, il s'est fait avoir, évidemment. Il était pas très bon pour s'enfuir, là. Il se faisait tout à pogner. Donc, il plaide coupable, donc, dans plusieurs procès au niveau fédéral ou aux États-Unis, au niveau de l'État du Massachusetts. Puis, il se rend même jusqu'à la Cour suprême. Puis après, il s'en va en Floride, fait d'autres fraudes, on retourne en prison, blablabla. Après toutes ces années de fraude et de prison, on a compris. à sa libération en 1934, il a décidé de devenir une bonne personne. Non. C'est ça. Les États-Unis ont décidé de faire comme, non, on est tanné, là, toi dans ton pays natal, retourne en Italie, t'es fatigant avec tes fraudes. On va fourrer le monde en Italie. Ben oui. Ou, très fun fact, malgré toutes ces opérations louches et illégales, il se fait offrir un poste à la section financière du gouvernement italien par Benito Mussolini. Mais voyons donc! Puis après ça, on se demande pourquoi ça va mal, l'économie en Italie. Wow! Puis, c'est ça, arriva ce qui devait arriver. Il aurait réussi à extorquer quand même un bon montant, qu'on connaît pas exactement le montant, au trésor italien. Je veux dire... Come on, guys! Non, il a volé Mussolini, on a quasiment de la peine pour lui. Ben non, mais là, c'est comme Benito, là. À quoi tu penses, là? Il a fraudé à peu près tout le monde qu'il a rencontré 4-5 en Amérique du Nord, pis t'es comme, ça ferait un bon trésorier. Oh! On n'a pas de la peine pour Mussolini. Ça a l'air d'être quelqu'un qui sait comment ça marche. Oh! Voyons donc! Bon, ok, parfait. Mais en même temps, tu sais... Donc, c'est la petite capsule d'histoire. En même temps, Mussolini, c'est l'axe du mal, comme qu'il disait dans le temps. Oui, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, Charles Ponzi a écrit une autobiographie qui s'appelle The Rise of Mr. Ponzi, qui a été publiée en 1936, puis qui est disponible gratuitement sur l'Internet, de droit. Donc, si vous allez sur Wiki, le lien est là. Puis vous pouvez aussi, il y a un Discovery Channel qui a fait un documentaire sur lui, puis il y a vraiment beaucoup de livres qui ont été écrits sur Charles Ponzi. Wow, ok. Mais, à noter qu'on retrouve des traces de ce genre de fraude-là, avant de les appeler les Ponzi Schemes. Donc, bien avant, un des premiers qui peut être retracé, c'est à peu près vers le milieu jusqu'à la fin des années 1800. Une femme qui s'appelle Adele Spitzeter en Allemagne et Sarah Howe aux États-Unis, qui ont fait des schémas de fraude, donc hashtag féministe, hashtag girlboss. Ouais. Les vrais Ponzi Schemes, c'est les femmes qui faisaient. Hashtag girlboss. Ben, hashtag c'est donc bien sexiste que ça s'appelle pas le Spitzeter Scheme. Ouais! Spitzeter Scheme, ou le Howe. Spitzeter Scheme! Howe Scheme! Oui, c'est ça. Donc, il y a des méthodes utilisées dans les Ponzi Schemes qui sont aussi décrites dans 2 romans de Charles Dickens. Pas 1, 2! Donc, dans Martin Chuzzlewit, qui est publié en 1844, et Little Dorrit en 1857. Ah oui. Wow. Le petit Dorrit. Morale de l'histoire, ça fait longtemps qu'on fourre les gens. Ah! C'est ça qui est attrayant du Ponzi Scheme, c'est que c'est vraiment simple au final comme façon de procéder, parce que t'as pas besoin de connaître la finance dans toutes ses intricacies, là, parce qu'au final, tu fais semblant que tu connais ton affaire, mais tu fourres le monde. T'as pas besoin d'un Eric Asselin pour t'aider à crunch the numbers. Non, c'est ça. Puis aller cacher en dessous d'un bain tourbillon quand ça marche pas. Non! Mais aussi, la différence du premier Ponzi Scheme qui a duré comme juste 1 an. Mais aussi, de manière un petit peu plus similaire à un des plus célèbres Ponzi Schemes américains, qui était exactement en même temps que le scheme de Earl Jones. Donc, c'était le scheme fait par Bernard Madoff, qu'on connaît aussi beaucoup sous le nom de Bernie Madoff. Oui. Et oui, qui a été arrêté la même année que Earl Jones, en 2009. Coudonc, ça allait pas bien dans le monde en ce moment-là? Non, en plus, c'était la crise. La crise économique. La récession. Ouais, c'est ça. Il y a une chance qu'on est là maintenant pour mettre un peu de soleil dans la vie des gens. Oui. Puis pas voler leur cash. Pour leur rappeler à quel point c'était bleak dans le temps. C'était triste. Oui, aussi. C'était déprimant, début des années 2000. Ben oui.
Mais c'est ça, avec Bernie Madoff et Earl Jones, adultes, parce que Bernie Madoff, c'était plusieurs dizaines de milliards de dollars. Vraiment? Non, mais c'est un petit peu plus complexe que Earl Jones. Si vous voulez, il y a HBO qui a sorti un TV movie là-dessus, qui est adapté d'un livre de Diana Henry Case qui s'appelle The Wizard of Lies, Bernie Madoff and the Death of Trust. The Wizard of Lies! Tu parles d'un titre? Oui. Mais c'est le titre du film, c'est The Wizard of Lies, le magicien des mensonges. Puis c'est Robert De Niro qui joue Bernie Madoff, puis c'est Michelle Pfeiffer qui joue sa femme. Wow! Beau casting! Ah, Michelle Pfeiffer. C'est un bon casting. Ah, c'est sorti en 2017. Si vous avez Crave, allez checker ça. Gâtez-vous! Mais c'est ça. Earl Jones, c'était un petit peu plus restreint, mais c'était tout aussi triste et dommageable. Mais c'est ça, à la différence de Charles Ponty, Bernie Madoff et Earl Jones ont œuvré sur au moins 20 ans. Donc, pour sustain un Ponzi scheme aussi longtemps, ça prend beaucoup de ressources et ça prend aussi beaucoup d'inventivité, surtout avec juste 158 clients. Il faut que tu réussisses à les convaincre que tout va bien pendant très 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 longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Donc, revenons à notre petit mouton aux cheveux blancs, Earl Jones. Mm-hmm. Je vous rappelle, après la petite chronique, il s'est livré aux autorités. Il n'y a pas de mandat d'arrestation, mais il va y avoir un procès, donc il est libéré en attendant parce que c'est pas un crime violent. Il y avait un peu maîtrise, fait qu'ils ont dit c'est correct, là, tu peux aller chez vous en attendant. Mais il me semble que c'est un gros flight risk, là. Je suis pas trop d'accord avec ça. Il y a déjà une fille qui vit aux États-Unis puis s'était sauvée là. Non, mais finalement, tout a bien allé, là, parce que il s'est livré de lui-même, là, fait que je pense qu'il disait ok, t'as l'air correct. À l'automne 2009, ils font l'enquête, ils checkent les papiers, ils font des entrevues. C'est là qu'ils découvrent toutes les irrégularités dans les retraits puis les investissements et compagnie. Puis c'est juste en janvier 2010, après avoir repoussé 2 fois le procès, que Earl Jones va plaider coupable à 2 chefs d'accusation globales. Donc, au lieu des 4 fraudes, 4 vols, ça va être juste 2 chefs de fraude de 50,3 millions de dollars. C'est quand même beaucoup pareil. Ouais, c'est ça. La première accusation porte sur la période de 1982 à 2004 pour des malversations totalisant 20,6 millions de dollars. Aïe. Puis la deuxième touche la période de septembre 2004 à juillet 2009, où les fraudes totalisent environ 29,7 millions de dollars. Donc, toutes les opérations de retrait, de je mets l'argent de mes clients dans mon compte personnel, les compagnies. Il y avait aussi des manœuvres de falsification de documents, toute la même poutine que l'affaire Norbourg, mais à plus petite échelle, puis pas de chef de crosse. Oh non, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette lotion à boulot? Je pourrais pas me sentir de mon spa parce que je suis trop boomer. Oh! Le 15 février 2010, donc la juge Hélène Morin sentence Earl Jones à 11 ans de prison. Au total, il y a eu 158 victimes de sa fraude. Donc, au même moment, on décide de mettre ses biens aux enchères, mais l'organisme qui s'occupe de la vente aux enchères est comme, ouais, il y a pas grand-chose là-dedans, on peut avoir genre 20 000 $, top. Donc, c'est essayer d'avoir un peu d'argent pour les redonner aux victimes. D'ailleurs, Jean-René Dufort, Trésor national, il avait décidé d'acheter, pendant la vente aux enchères, beaucoup de biens Puis là, il avait demandé au public, comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis finalement, il avait invité certaines des victimes pour venir péter les biens, puis comme se défouler un peu pour essayer de comme process émotionnellement de cette affaire-là. Oh my god! En même temps, l'organisation des victimes décide de tenter un recours collectif contre la banque RBC, la Banque Royale du Canada, parce qu'il affirme que la succursale de Beaconsfield, où Jones faisait la plupart de ses transactions, aurait fermé soit volontairement les yeux, ou à tout le moins aurait été dangereusement négligent sur les irrégularités des transactions. La succursale elle-même, ainsi que 2 conseillers financiers qui sont jamais nommés, auraient accordé un statut particulier à Jones, lui permettant d'effectuer des transactions de millions de dollars sans plus de questions. En fait, comme « C'est notre bon poté Earl Jones. Il est venu comme retirer 500 000 $ pour aller jouer au golf. » Ça arrive. Donc, Oh, que le monde sont tout croche. Ils ont pas d'allure. Oui, les victimes arrivent à la cour pour demander justement au juge d'autoriser le recours collectif. Puis ça a l'air qu'après 5 minutes de consultation, le juge a fait comme « Oui! Poursuivez-les! » Yes! Yes, queen! Yes, c'est ça! Vous avez ma permission!
Donc, je vous cite un article du Devoir là, qui disait que justement le compte en fidéicommis dont Earl Jones s'est servi pour commettre ces fraudes était sous la responsabilité d'une succursale de la Banque Royale à Beaconsfield. Earl Jones avait détenu ce compte durant 27 ans, donc pendant à peu près tout le moment d'opération de sa compagnie. Wow! Bien qu'il devait contenir, protéger et faire fructifier les avoirs de ses clients, le compte était utilisé comme une réserve de fonds personnels par le conseiller financier. Celui-ci effectuait des retraits irréguliers et avait même falsifié des signatures pour réaliser des transactions. Donc, il disait « c'est tous les clients », mais non, finalement, c'était son portefeuille personnel. Un autre sacrement, un autre croche. Un autre Moses! Donc, 2 ans après le début du recours collectif, la RBC décide de faire un règlement à l'amiable avec les victimes et verse 17 millions de dollars en dédommagement. Au moins. C'est quand même pas si mal. Ah, c'est pas si pire quand même! Sans admission de responsabilité. Mais quand même, 17 millions sur les 50 millions qui ont été perdus, c'est quand même... c'est difficile. Là. Il y avait beaucoup de témoignages de victimes qui étaient comme « Ouais, ben, je suis plus capable de payer mon hypothèque, il va falloir que je vende ma maison. » Alors que ces gens-là il y avait pas besoin, il y avait pas envie de vendre leur maison, mais ils avaient plus le choix parce qu'ils étaient rendus au pied du mur, parce qu'ils avaient donné tout leur cash à Earl Jones. Mais il y avait pas plus de recours que ça? Ils pouvaient pas poursuivre la banque plus que ça? Parce que là, la banque leur a donné ça sans concession. Ben, ils ont négocié pendant 2 ans. Puis, parce que la banque voulait pas rien faire. Puis, à un moment donné, la RBC a dit, OK, on a vraiment de la mauvaise publicité, on va leur donner ça, puis on ferme l'Ariel. Puis, c'est un peu ça qui est arrivé, là. Ouais, c'est ça. Puis, la banque elle-même, la succursale, puis les 2 conseillers en question, ils ont reçu une amende de 700 000 $. Donc, 500 000 pour la banque, puis 100 000 chaque pour les conseillers. Ça va être le bout un peu plate, là. En mars 2014, Earl Jones est libéré de prison après avoir purgé le tiers de sa peine. Donc, puis un enjeu politique autour de ça, parce qu'au moment où Earl Jones faisait sa peine, le Bloc québécois voulait essayer de passer une loi visant à empêcher justement ce genre de libération-là pour des individus comme Earl Jones, mais c'était aussi Vincent Lacroix, où à l'époque, ils pouvaient sortir de leur peine vu que c'était pas des crimes violents. Je veux dire, c'est excessivement violent là, de juste comme détruire la vie des gens, mais pour eux, c'est pas un crime violent. Ouais, non, bien sûr. Il n'y a pas eu d'assaut. Mais c'est ça, ils voulaient empêcher justement ces gens-là de sortir. En fait, ces gens-là pouvaient sortir après le 6e de leur peine. Oh! Puis là, ils pouvaient aller en libération conditionnelle. C'est sûr que comme quand il était en libération conditionnelle, il fallait, jusqu'à la fin de sa peine, il fallait qu'il aille à chaque semaine rencontrer quelqu'un. Il ne pouvait plus contacter les victimes, il ne pouvait plus faire de business. Là. Il y en a pas refait d'autres. Mais quand même, c'est pas beaucoup, effectivement. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Oui, c'est ça. Donc, le Bloc essayait de passer cette loi-là pour empêcher, puis il disait « il s'en va, bientôt on arrive au 6e de sa peine, il va sortir de prison. » Puis c'est le gouvernement conservateur qui était au pouvoir à cette époque-là. Puis eux autres, ils ont fait comme un peu la game politique, puis ils ont bloqué complètement le passage de la loi. Good for them! Good for them! Ouais. Ils ont fait comme « Fuck les Québécois! » Ouais. Donc c'est ça, depuis l'affaire Norbeau et la fraude d'Earl Jones, les victimes de fraude financière en général, pas juste leurs victimes à eux, font pression pour que l'AMF et les firmes de sécurité financière travaillent dans l'intérêt des investisseurs, mais aussi comme resserrent un peu plus justement la surveillance là, sur toutes les compagnies un peu plus indépendantes qui fraudent le monde. Là, mais il y a aussi, mettons, dans les banques, il peut avoir des conseillers financiers qui décident de faire des fraudes. Là. On peut pas s'en sortir. Mais c'est ça, malheureusement, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Il va toujours en avoir. Donc, c'est l'heure de l'examen. Oh mon Dieu, j'ai oublié de prendre des notes. J'ai même pas mon étui à crayon. Avec écrit I love Metallica dessus. C'est ça, là. Je vais faire des petites boulettes de papier avec pleines de bave puis vous les pitcher en arrière de la tête. Non. Dehors! Va-t'en dehors de la classe! Oh non! Tu déranges tout le monde! C'est même pas vrai! Dis, j'en lançais un crayon dans le plafond plein d'asbestos. Donc, c'est ça, l'examen. Parce que, c'est ça, la fraude ou les Ponzi schemes ou toutes les compagnies, c'est difficile à identifier de prime abord. Puis, justement, on n'a pas encore assez de lois ou de sécurité pour s'en sortir. Ouais. Donc, l'examen est le suivant. Quels sont les signes que vous êtes en train de vous faire entourlouper dans une fraude? Est-ce que vous avez identifié les signes? Mais il n'y a pas toujours de réponse? Non.
Too good to be true. Okay. C'est ça, too good to be true, c'en est un. Quand c'est trop beau pour être vrai. Quand t'es censé avoir de l'argent très vite? Ouais, c'est ça. Ah! Oh, yes! Ah, vous êtes full bonne! Ah! Oh, j'ai une bonne réponse! C'est ça. Quand on nous promet justement des retours élevés garantis et un investissement à faible risque, c'est too good to be true. Puis c'est très très louche. Parce que pour de vrai, dans la vie, la bourse, comment ça marche? C'est si tu veux des retours élevés, c'est high risk, high reward. Donc, c'est ça. Si tu veux des retours élevés, ton investissement est vraiment pas garanti. Puis les risques, eux autres aussi, sont élevés et inversement. Fait tu le laisses fructifier. 0,6% d'intérêt par mois. Puis, une autre manière de repérer une fraude, c'est si ça commence par un message sur Messenger qui commence avec « Hey girl, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais comme ça te tente de perdre du poids puis de faire de l'argent? » Ouais, ça aussi. Aimerais-tu ça devenir ta propre boss, faire tes propres heures et aussi gagner au minimum 500 000 $ la première année? Hein? Ça te le tente-tu? #girlboss. Sus! Go away! Run away! C'est même pas vrai. #girlboss. Répondez pas à ça! C'est une crosse! Parce qu'elle veut juste vous recruter parce qu'elle fait de l'argent. Dans son chiffre de crosse, en forme de pyramide. C'est un autre red flag qui est assez évident, c'est si votre conseiller n'est pas enregistré auprès de l'AMF. Courez! Oui, c'est vrai. Courons! C'est ça. Fait que vous pouvez prendre le temps de justement vérifier auprès de l'autorité des marchés financiers si votre conseiller est un peu louche. Là, je vais faire ça maintenant. Est-ce que je me fais voler mon argent? En général, si votre conseiller financier est dans une banque, ça devrait être correct, là. Mais c'est ça. Vous pouvez aussi mettre votre chapeau en papier d'aluminium puis être vraiment parano puis juste mettre votre argent dans votre matelas, là. Dans une jarre à biscuits. Je pense qu'il faut que je fasse ça, oui. Ouais, c'est ça, dans une jarre à biscuits, partout, là, dans tes assiettes. Puis, dans tes murs, comme Eric Asselin, en dessous de ton jacuzzi. Non! Oui. D'autres red flags pour finir l'examen. Plein d'autres. Je veux quand même donner des vrais conseils, là, parce que c'est assez important. Oh, merci, Mégane, de faire attention à nous. C'est important, là, je veux pas que vous perdez tout votre argent. Prenez des notes à la maison. Mais oui. Donc, c'est ça, too good to be true, promesse de retour élevé. Ça, c'en est un. Aussi, quand un retour monétaire est régulier, garanti, malgré l'état et les fluctuations du marché. Donc, quand on fait un investissement à retour élevé, notre argent est un peu soumis aux aléas du marché, qui est pas toujours bon, mais si vous avez toujours des retours full élevés, même si c'est la pandémie, puis la bourse crash, c'est louche. C'est qu'on vous donne l'argent de quelqu'un d'autre. Ouais. Oui. Un autre affaire qui est assez un gros red flag, c'est si quelqu'un arrive pis t'es comme moi j'ai des tricks, je suis hors dehors de comme toute l'institution, j'ai des stratégies d'investissement secrètes, puis c'est trop compliqué pour toi parce que c'est bien compliqué la finance, puis j'ai pas le temps pour expliquer, mais fais-moi confiance, faites pas confiance. OK? Parce que vous êtes smart, votre conseiller financier, il peut vous faire des petits dessins, et avec un peu de patience, vous pouvez comprendre comment ça marche. Donc, comme assurez-vous aussi de comprendre comme où votre argent va, puis comment elle fait de l'argent aussi. Puis, si vous n'êtes pas capable d'accéder justement aux petits papiers là, qui montrent comment votre argent fait de l'argent, ben ça, c'est louche, parce que comme en général, ils sont supposés vous fournir ça. Puis le dernier red flag, c'est si tu veux sortir ton argent parce que t'es dans la merde pour n'importe quelle raison, puis là, la personne est comme mais non, il faut que tu laisses là, puis il t'empêche de la retirer. Ça aussi, c'est louche. Fait que checkez ça. On garde les yeux ouverts. Maintenant, vous êtes full parano, là. Fait que mettez votre argent dans votre matelas, tout va bien aller. Ouais, ok, parfait. Merci beaucoup de nous avoir inquiétés comme ça. Ne soyez pas victime de Jones et de ces démons de la Sois alerte. Non! Sois sûr. Merveilleux. Oui, exactement. Mais c'est ça, parce que comme on pense que les crimes sont loin de nous, mais c'est comme dans un tueur si proche, c'est un fraudeur si proche. C'est vrai, c'est un fraudeur si proche. Les fraudeurs sont tellement proches de nous. Ils sont full proches. Ils sont en arrière de toi. Tourne-toi! Cours! Merci beaucoup, Mégane, pour ce cas qui a été très intéressant et beaucoup moins coloré que celui de Vincent Lacroix, mais quand même plein de détails. Puis merci beaucoup pour l'histoire de Charles Ponzi aussi, je connaissais pas cette histoire-là. Je pensais que c'était juste un mot inventé. C'est un petit peu plus coloré comme personnage. Ponzi! C'est juste un mot inventé, c'est comme bingo. C'est pareil comme bingo. Okay, merci beaucoup pour... Un bingo. Charles Bingo, le gars qui a inventé le bingo.
Qui a inventé le bingo? Si vous le savez, écrivez pour nous le dire, unpeudecrime@gmail.com. Merci beaucoup, Mégane, d'avoir été des nôtres. Ça nous intéresse, oui. Chers auditeurs, chères auditrices, comme à toutes les fois, on vous conseille de nous suivre sur Facebook à Un peu de crime et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. Si vous avez des choses à nous écrire, vous pouvez nous écrire unpeudecrime@gmail.com. Si vous voulez ne pas nous parler directement, mais nous évaluer, vous pouvez le faire sur Facebook, sur Apple Podcast aussi, et abonnez-nous à notre chaîne, c'est pas une chaîne, sur Spotify, notre podcast sur Spotify. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez jamais un épisode d'Un peu de crime dans ton café. Ou les 2 minutes de Babine. Jamais, jamais. Alors, nous allons maintenant laisser place aux 2 minutes de Babine et se mettre dans l'ambiance du district. 2 minutes de Babine. 2 minutes de Babine. Mon chum. Oh, je t'écoute, partner. Attends, là. Attends, j'ai presque mon café, là. Faut juste que je lave ma tasse, parce que sinon, Jérôme, il va me crier après, là. Maudit Jérôme. Qui est bête. C'est vrai, maudit Jérôme. Délégué syndical. Hey. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, pendant que tu laves ta tasse dans les cuisines très à air ouverte du district 31, je vais te conter une histoire qui va te briser le cœur. Oh non! Tu sais même pas c'est quoi encore? Attends. J'ai nommé la fois où ce que Poupou s'est fait tirer dans la hanche. Oh non, pas mon beau Poupou! Ton Voyons beau donc, il s'est pas Poupou. protégé avec ses belles oreilles décollées. Non, ses oreilles étaient trop loin de ses hanches pour le protéger. Fait que là, Poupou, imaginez-vous donc qu'il était dans un restaurant. Oh non, maintenant je lave ma tasse avec mes larmes. Ouais, je sais, on sait pas ce qui va arriver avec Poupou. Alors, il était dans un restaurant avec Sonia, la procureure. Sonia, qui était sa maîtresse. Sonia Blanchard. Puis là, il était en train de dire, Sonia, faut qu'on arrête notre aventure. Parce qu'on s'aime, mais tu sais, là, je m'en viens vieux, j'aimerais ça avoir une vie un jour, puis toi aussi t'es vieille, puis t'aimerais pas ça avoir une vie avec moi, fait que ce serait mieux que nos vies se fassent séparément. C'était donc triste. Puis là, ils sortent de là, puis là, ils se font, tu sais, ils s'enlacent dans la rue, puis là, tout à coup, il y a un gars qui arrive, avec un gun, avec un silencieux, puis bang, bang, il tire Poupou dans la hanche. Oh Puis là, non, Poupou, il tombe à terre. Puis après, il s'en va à l'hôpital, bien sûr! Puis à l'hôpital, il arrête pas de dire à peu près à toutes les 5 minutes qu'il va s'en remettre parce qu'il est dans une très bonne forme physique. Ouais, Poupou, il est dans une excellente forme physique, il est fort comme un C'est un bœuf. détail qu'il avait jamais soulevé auparavant, mais apparemment, il est ben sportif, puis ben cut, Poupou, là. Puis, il est fort comme un bœuf, comme Maurice Duplessis. Puis là, tu sais, au début, ils ont peur, là, ils ont peur pour les balles, sa colonne vertébrale, puis tout. Mais non, il y a absolument aucune séquelle de ça. Mais pendant qu'il est à l'hôpital puis qu'il est alité, là, le monde au district 31, il pogne les nerfs, là. Il faut trouver c'est qui a tiré sur un policier. Ouais. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ces affaires-là. Non. Fait que là, il convoque au poste tous les autres enquêteurs au crime organisé de tous les autres districts aux alentours. Puis Tout là, le monde ensemble. tout le monde ensemble, tout le monde s'en vient au district 31. Puis là, cette nouvelle escouade d'enquêteurs, elle est menée par un gars qui s'appelle Tom Calastagne. Qui n'est pas un chevalier de la table ronde. Non, ce n'est pas un chevalier de la table ronde, c'est un dur de dur. Puis là, lui, là, il va te mener ça, le hit contre... Parce que là, c'est la police contre le crime organisé, là. Parce que qui aurait pu faire ça? Arriver avec un C'est gun une avec un vraie silencieux, game de tirer police sur- et voleurs. Exactement. Fait que là, il dispatche tous les policiers du crime organisé. Puis là, c'est comme, toi, t'as des contacts avec la mafia, va voir la mafia. Toi, t'as des contacts avec les patchés, va voir les patchés. Puis ils envoient tout un petit peu partout. Puis là, c'est là la première fois qu'on voit Nick Romano. Large comme 2 frigidaires. Il y a tout dans cette histoire-là. C'est une histoire de Keeps on Giving. Puis là, pour une raison qui m'échappe totalement, il envoie Babine interroger le chef de la mafia avec Nick Romano Pourquoi? Il est aux homicides. parce que Nick Romano parle italien, mais Babine ne parle pas italien. Il est pas au crime organisé, il est aux homicides. Fait que là, il y a tout un gros dialogue entre le king de la mafia puis Nick Romano qui se parle en italien. Puis là, après ça, il y a Babine. Puis il parle quand même bien. Nick Romano, il avait un bel italien, là, puis c'était bon, ça sonnait très bien. Puis là, à la fin de la conversation, Babine, il s'avance, puis il s'appuie sa table, puis il est comme... Ouais, fait que là, je vais te parler en français parce que je parle pas italien, puis je sais que tu comprends le français, mon tabarnak. Mais là, on veut savoir c'est qui a tiré sur Popo! Qui a tué sur mon grand chum, Popo? Ah! Mais là, monsieur, il dit pas c'est qui a tiré sur Popo, bien sûr. Puis là, Je te tout dis pas. ça... C'est un secret.
sais, là, ils sont comme, on va mettre la ville à feu et à sang pour savoir c'est qui a tiré sur Poupou. Fait que là, toutes les gangs du crime organisé, les gangs des rues, puis les motards, puis la mafia, puis tout ça, là, ils se font un petit conciliabule. Comme dans le parrain. Ils sont comme, OK, cool, c'est qui a fait ça? C'est parce que la police est en train de tout faire des descentes partout dans toutes nos affaires, puis on aimerait ça que ça arrête, là. C'est qui le tweet qui a fait ça? Puis là, tout le monde est comme, c'est pas moi, c'est pas moi. Tout le monde pointe son voisin. C'est pas moi. Puis là, il y a un gars qui fait partie du gang de l'Est. Puis il est comme... Bon, arrêtez de me regarder. Mais il a l'air plus sauce que les autres. Fait que là, les autres comprennent que c'est lui. Là, ils sont comme, ben là, regarde, si t'es pas prêt à livrer du monde à la police, nous autres, on va le faire. Puis le gars est comme, je sais pas, j'ai rien à voir là-dedans. Fait que là, éventuellement, la police finit par comprendre que c'est 2 frères, le gros Lamotte puis le petit Lamotte, c'est Gros Moton puis Petit Moton, qui étaient responsables de ça et qui appartenaient effectivement au gang de Le West End Gang, le Westgate Gang. Mais là, ils veulent les arrêter, sauf qu'ils peuvent pas les arrêter parce que les 2 motons sont morts! Oh non! Mais là! Fait que là, on sait que le hit, il venait d'en haut, là. Mais on sait pas de qui. Mais là, ils sont morts! Fait que la police a été vengée. Fait que là, toute l'histoire de mettre la ville à feu pis à sang, là, ça se finit là, pis Tom Castadalagne, là, il s'en retourne chez eux. C'est fini, on retourne à la trame normale, Poupou, il sort de l'hôpital, tout va bien, pis personne qui l'attaque, puis c'est fini, pis on en parle plus jamais. Fait que c'est correct. Ton Poupou, il est en sécurité maintenant. Oh, phew! Puis en plus, il est à nouveau célibataire. En plus! Fait que je m'en retourne arranger mon make-up. Vas-y fort! Fait que c'est comme ça que ça se termine, l'histoire de la fois que Poupou s'est fait tirer des hanches. Oh bon! Bang, bang, bang. Il était donc brave, ce Poupou-là. Oh, mais ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à te raconter aujourd'hui, mon chum. Hey, c'était fascinant, c'était gripping. J'ai cassé la tasse. Je sais bien. Moi, je pensais que ça allait durer au moins 2 saisons, cette histoire-là, mais non, ça s'est réglé en comme 3 heures. Ils avaient trouvé les coupables étaient morts, les gars du crime organisé retournaient dans leur district, puis on n'en parlait plus jamais. Hey, parle-moi de ça, du monde efficace. Écriture Hey, efficace. ça, Tom Castadalagne, là, il était efficient en tabarnouche. Efficient. Il était bien efficient. Il avait hâte de retourner chez lui, prendre un bain avec des bulles, puis boire une coupe de vin rouge. Ah, yes. Bien décanté, pas qu'il ait mal à la tête. Exactement. Fait que c'est tout ce que j'avais à te conter, là. Je vais aller laver ma tasse, moi aussi, avant de me faire engueuler, ma belle tasse du SPGM. De te faire engueuler par Jérôme. Ouais. Fait qu'on se reparle la prochaine fois. 10-4, mon chum. On se reparle la semaine prochaine, mon chum. 10-4, partner. 10-4. Ponzi!